Radio J, il est 21h. Bonsoir à tous, enfants d'Abraham, votre rendez-vous désormais traditionnel le mardi soir. Michel Zerbib au micro pour le débat en direct sans tabou et sans crainte sur Radio J, mais dans la courtoisie, la bienveillance qui sied à des enfants d'Abraham d'origine de cœur ou de pensée. C'est le mardi donc à 21h. En direct, 94.8 FM de région parisienne, Paris région parisienne et dans le monde, radioj.fr. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Ce soir, Enfants d'Abraham revient exceptionnellement sur un des événements les plus importants, sans doute de l'année 2020, mais peut-être d'autres années. Le procès fleuve historique des attentats de janvier 2015, à la faveur de la sortie d'un livre tout à fait remarquable de Yannick Haenel, l'écrivain, notamment à Charlie, et du dessinateur François Bouc, intitulé tout simplement Janvier 2015, le procès aux éditions Charlie Hebdo et les échappés. C'est la chronique des jours d'un procès inouï par un écrivain et un dessinateur qui ont donc assisté pendant 3 mois et demi pour Charlie Hebdo à cette expérience bouleversante justement de Yannick Haenel qui est avec nous ce soir, car, écrit-il, une vérité humaine et politique s'y faisait chaque jour entendre. Et ce ne sont pas nos deux autres invités, en l'occurrence Élie Korchia et Tamar Sebok qui vont nous contredire. Tamar Sebok qui arrivera dans quelques minutes sur notre antenne, dans notre studio. Elle s'est un peu perdue dans les rues de Paris vides avec le couvre-feu. Ce procès donc a été historique, on l'a dit bien sûr, mais la période aussi de ce procès a été historique car c'était le procès sans doute de l'islamisme radical, on l'a dit, et il s'est révélé comme une tentative, le dit encore l'écrivain Yannick Haenel, plus grande encore, celle de combattre la violence de notre époque et une réflexion sur un monde en proie finalement à des guerres de religion. C'est l'un des objectifs de notre émission Enfants d'Abraham, d'y réfléchir avec des acteurs, des témoins de notre temps, sans désespérer de l'humanité, pour se demander si ce procès nous aura rendus plus libres, comme le dit l'écrivain dans ce livre, parce qu'il nous fait et nous continue à nous faire penser. Vous vous souvenez sans doute que Charlie Hebdo avait republié au début des audiences les caricatures de Mahomet, et c'est la période du procès fut elle-même tragique car la commission d'attentats meurtriers durant cette période a été connue. Certains ont reproché d'ailleurs à Charlie Hebdo, comme l'islamologue pourtant peu suspect de sympathie avec l'islamisme, Gilles Kepel, dans son livre, en disant que cela avait provoqué peut-être les tueurs potentiels. Enfants d'Abraham, vous y participez, j'espère, depuis ce matin, avec notre sondage fil bleu sur le compte Twitter Radio J. Charlie Hebdo avait-il eu raison de republier les caricatures de Mahomet? Et le fameux, donc, tout ça pour ça, nos auditeurs internautes répondent. Donc pour l'instant, vous pouvez commenter en direct sur les réseaux sociaux, la page Radio J. Nos 3 enfants d'Abraham ce soir donc sont des acteurs engagés, chacun à leur manière. Bonsoir tout de suite Yannick Haenel. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Yannick Haenel, écrivain, romancier. Vous avez été récipiendaire de plusieurs prix, notamment le prix Médicis, le prix Interallié pour votre livre Jean Karski. Et depuis 2015, vous êtes chroniqueur, écrivain à Charlie Hebdo, auteur donc de ce livre dont on va parler ce soir. Merci d'être là sur Radio J. C'est un véritable honneur parce que votre livre nous a vraiment marqué. Bienvenue. Merci beaucoup. J'accueille aussi un enfant d'Abraham. C'est l'un des avocats des victimes les plus combatifs, les plus engagés dans ce procès qui s'est déroulé donc il y a un peu plus de 2 mois, ce procès historique. Élie Korchia. Bonsoir, Élie Korchia. Bonsoir. Vous aviez déjà été avocat dans le fameux procès de Abdelkader Merah et j'imagine qu'il était impensable que vous n'y fûtes pas à celui-là. Oui, après c'est une question évidemment de concours de circonstances et puis lorsque des personnes vous font confiance et vous demandent de les assister, de parcourir ce chemin judiciaire, ce parcours judiciaire avec elles, eh bien il y a des propositions qu'on ne peut pas refuser et après le procès effectivement des attentats de Toulouse et Montauban, lorsque Zari Siboni et Andrea Chamac m'ont sollicité pour les accompagner dans ce parcours judiciaire et dans ce procès,
évidemment, c'était quelque chose que je ne pouvais pas refuser. Et vous n'avez pas refusé, vous avez été très présent, on va y revenir bien sûr dans quelques instants. Nous attendons incessamment sous peu l'arrivée de notre troisième enfant d'Abraham, en l'occurrence c'est Tamar Sebok, qui est la correspondante israélienne du journal, le plus grand journal israélien, quotidien israélien, Yediot Aharonot, qui a suivi d'ailleurs, elle aussi, tous ces jours, ce procès pendant 3 mois et demi. Alors oui, nous allons parler de cette histoire, de ce livre, mais aussi d'une actualité du moment. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de cette émission. Une actualité qui nous inquiète à la veille d'une décision très attendue par la justice à l'endroit du docteur Sarah Halimi, assassiné en 2017 par un islamiste jugé pour l'heure irresponsable. Une affaire qui, de nouveau, a bouleversé la communauté juive, mais pas seulement. Mais on va rentrer dans le vif du sujet avec ce livre et donc ce procès et cette histoire. Ce procès, ça pourrait être le titre d'un chapitre. Ce procès, vous dites, Yannick Enel nous rend plus libres en vérité. Et vous insistez dans ce livre, dans cette chronique des jours, notamment sur la grandeur des témoins, mais la petitesse des accusés. Alors, oui, les terroristes islamistes ont visé des dessinateurs, des juifs, des policiers, mais c'est toute la société française aujourd'hui qui est visée, notamment après la décapitation de Samuel Paty qui enseignait la liberté. Alors ce livre, d'abord, il faut le dire que vous l'avez donc écrit avec les dessins de Bouc. Il faut dire quand même un mot, Yannick Enel, aussi de votre collègue, grand dessinateur. Absolument, c'est un livre qui a été écrit au jour le jour, puisqu'il s'agissait de chroniques quotidiennes qui étaient publiées tous les matins sur le site de Charlie Hebdo. Et nous passions, Bouc et moi, les journées, comme Elie Korchia, comme beaucoup d'autres avocats, dans les audiences. Et moi, je prenais des notes, je prenais 20, 30 pages de notes par jour. Et Bouc qui n'est pas un caricaturiste, hein, qui est comme moi un chroniqueur un peu extérieur à Charlie Hebdo, qui en fait partie, mais qui ne fait pas partie de la rédaction. De bande dessinée aussi. C'est un artiste, voilà, tout simplement. Et Rhys, le directeur de Charlie Hebdo, tenait à ce que, pour des raisons aussi compréhensibles, c'est que c'était très difficile pour les rédacteurs de Charlie Hebdo eux-mêmes de traiter leur propre procès. Il a tenu à ce que un artiste de bande dessinée et un écrivain un peu extérieur soient là pour les représenter, si je puis dire, et pour comment dire, parler pour eux. Voilà, on était des témoins. Enfin, moi, c'est ça qui m'a beaucoup marqué comme expérience. Enfin, c'est pas seulement d'assister à un procès comme chroniqueur. Enfin, on devient un témoin. C'était la première fois que vous assistiez à un procès. C'était la première fois, oui. J'ai une espèce de méfiance un peu vis-à-vis de la loi. Ça me fait peur, comme un enfant, je dirais. Et bêtement, je peux le dire, et j'en ris. Je me sens toujours un peu coupable dès que je frôle un tribunal. Mais là, en l'occurrence, j'ai découvert, au contraire, que c'était le lieu d'une pacification, en fait, par la parole. Et ça, c'est la grande chose. Enfin, ça pourrait être une définition possible de la littérature. Enfin, la pacification du rapport entre les êtres et avec l'être lui-même. Enfin. Elie Korchia, vous avez, je crois, beaucoup apprécié aussi ce livre de chronique des jours, mais qui dépasse le cadre d'un reportage quotidien. Yannick Enel avec Bouc, c'est un livre qui vous a aussi beaucoup marqué. En tant qu'acteur de ce procès, en tant qu'auxiliaire de justice, qu'avocat qui était présent tous les jours à ce procès, j'ai pu vraiment constater qu'il y avait quelque chose de plus. Il y a eu un supplément. Parfois on dit qu'il y a un supplément d'âme dans certaines interventions. Ce livre, il y a effectivement, il apporte quelque chose de supplémentaire, en ce sens que les journalistes qui font un très bon travail, qui ont fait un travail remarquable pour nombre d'entre eux dans ce procès, travaillaient sur l'immédiateté, comme un journaliste le fait. Et l'intelligence qu'il y a eu dans ce choix de confier l'écriture de ces chroniques et d'en faire ensuite un livre à Yannick Enel en tant qu'écrivain et à François Bouc en tant que dessinateur, qui est un artiste, comme vous l'avez dit Yannick, je crois que c'était vraiment ce choix. C'est-à-dire qu'on a ici non pas une retranscription de ce qui se passait, mais une analyse avec une hauteur de vue incroyable, notamment dans l'humanité de chacun des personnages. L'humanité des parties civiles, mais aussi
vous ne daignez jamais l'humanité aussi des accusés. Et je crois que c'est ça ce qui est important, c'est qu'on a à travers ce travail remarquable, on a effectivement un travail d'écrivain. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et je trouve que la justice gagne beaucoup dans son analyse pour que des gens qui sont des initiés, mais parfois des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement d'une cour d'assises, et encore plus, en l'occurrence, d'une cour d'assises spécialement composée, eh bien, quand ils liront, ou quand ils vont lire, ou quand ils ont lu ce livre, eh bien, je crois que c'est quelque chose qui a amené quelque chose de nouveau, de particulier, d'important. C'est ce regard de l'écrivain et de l'artiste qui est François Bouck et de l'écrivain qui est Yannick Enel. Le regard d'artiste aussi sur cette page d'histoire, page de justice qui a été faite ou pas, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Toujours est-il que Yannick Enel, on le dit, votre livre est très fort, il est puissant et il a, j'appellerais peut-être même une dimension religieuse, même si elle n'est pas liée à la religion. Vous citez parfois d'ailleurs dans ce livre les évangiles, mais pas seulement, vous parlez du Kaddish quand il faut égrener tous les noms des victimes, vous parlez du Kaddish, c'est une dimension importante ça, on peut dire du sacré. C'est une dimension fondamentale pour moi. C'est pas parce que j'appartiens en quelque sorte à Charlie Hebdo que je n'aime pas le sacré. Au contraire, j'aime bien le fait qu'à Charlie Hebdo, il y ait des gens de toutes origines et de toutes croyances. Moi, je suis comment dire, très très attaché au sacré. Enfin, l'écriture pour moi et dire les noms, comme vous le dites, enfin, ça faisait partie de mon projet. Enfin, il s'agissait vraiment de Élie Korchia a employé le mot âme, et pour moi, il s'agit de ça parce que ces crimes, les crimes de janvier 2015, n'ont pas été seulement le fruit, et ça c'est passionnant à analyser, le fruit de combinaisons dans la société, combinaisons qui vont de la délinquance au grand gangstérisme et à l'islam radical, mais c'est aussi des assassinats contre des âmes, contre des esprits. On n'a pas le projet de tuer des artistes, des juifs et des policiers si on ne prend pas en compte l'idée que précisément eux sont des esprits très particuliers. Donc c'était une attaque contre des âmes. Et moi, ce qui m'a frappé durant ces 3 mois et demi, c'est précisément le fait qu'un tribunal, c'est un de ces rares lieux, c'est un lieu d'esprit aussi, un lieu spirituel, un de ces rares lieux où les vivants et les morts se rencontrent, où on parle des morts, où on fait parler les morts, grâce aux témoins qui parlent de leurs morts. Et je dois dire que je ne m'attendais pas, moi qui ne connaissais rien de la justice pour n'être jamais allé dans un tribunal, je ne m'attendais pas à être tout simplement aussi ému. Parce que là, j'ai entendu ce que la société a de plus beau, c'est-à-dire un lieu où la parole se démocratise, où chacun, de manière contradictoire, là, à un moment, même le pire des salauds peut parler, et quelque chose s'est passé qui pour moi est le lieu dans lequel je travaille sans cesse, qui est celui de la littérature, dont j'ai une conception très spiritualisée, un peu à la Franz Kafka, je dirais. C'est un lieu où la littérature et le tribunal s'est révélé ce lieu également, où les vivants et les morts dialoguent. Donc on est dans une temporalité, vous voyez, où les esprits s'accomplissent, où ils se bonifient, et où on découvre justement les âmes des uns et des autres. Enfin, donc oui, dimension religieuse, c'est juste. Vous dites d'ailleurs dans ce livre que j'ai sous les yeux, quand vous indiquez la façon dont les prisonniers, les accusés se présentent, vous dites qu'il serait faux de juger secondaire ce petit monde crapuleux, plus encore de considérer, comme certains l'ont fait dans la presse, ces accusés comme des seconds couteaux. Dans ce genre d'affaires où le crime sert des desseins terroristes, rien de spectaculaire ne peut et ne doit être affleuré. Il faut que chacun ait l'air d'un second couteau, surtout pas d'un méchant d'envergure au pittoresque charisme. Et vous dites, vous citez d'ailleurs votre collègue de Charlie Hebdo, qui est un survivant du massacre, Philippe Lançon, qui dit, en citant l'Évangile selon saint Matthieu, « Et ce sont les violents qui l'emportent ». Et vous dites dans ce procès, justement, c'était d'essayer de voir que ce ne soit pas les violents qui l'emportent à la fin. C'est le but de la justice. Enfin, je pense qu'Élie Korchia en parlerait mieux que moi. Je crois qu'il s'agit de ça. Enfin, la question de la violence. Enfin, l'espèce humaine est criminelle dès l'origine. Voilà, c'est métaphysiquement prouvable. C'est malheureusement notre lot à tous. Et comment faire en sorte que le mal s'atténue ? Supprimer le mal serait tellement fou et beau, mais enfin je sais même pas. Malheureusement, tous ceux qui veulent supprimer le mal continuent à le faire. Mais non, un livre
un procès, une parole, un amour, c'est ce qui prouve que les violents ne l'emportent pas à la fin. Moi, je crois vraiment que la violence ne l'emporte pas à la fin. Élie Korchia? Oui, tout à fait. C'est le mécanisme de la violence qui est décrit ici, dans ce que vous venez de dire. Et ce mécanisme de la violence qui a provoqué, on est dans une des pires affaires effectivement criminelles de ces dernières années, le mécanisme de la violence ici est parfaitement décrit parce qu'on est à la fois sur un terrain judiciaire, et vous l'avez dit Yannick, mais c'est aussi un terrain philosophique. Comment la violence s'orchestre, comment on peut arriver à ce type d'attentat, et pour arriver à ce type d'attentat, il n'y a pas effectivement que du grand banditisme et des gangsters, il y a aussi des participants qui peuvent paraître mineurs aux yeux de certains, mais qui en fait sont des maillons essentiels de la chaîne criminelle qui permet d'aboutir à ce type d'attentat. Et ça, c'est parfaitement décrit. Nous accueillons à l'instant Tamar Sebok qui vient d'arriver, qui vient de trouver le chemin des studios de Radio J pour cette émission importante. Tamar Sebok que je présentais tout à l'heure comme la témoin aussi des enfants d'Abraham ce soir, qui a suivi le procès chaque jour, comme Élie Korchia et comme Yannick Enel, qui sont nos invités ce soir. Bienvenue, Tamar. Merci beaucoup. Merci. Et je m'excuse d'abord à vous tous et aux auditeurs pour ces contretemps. Alors, vous y êtes et vous allez rester avec nous, bien sûr. On parle déjà de ce livre. Vous êtes arrivé avec, d'ailleurs. Est-ce que vous faites partie de maintenant, ce grand nombre de lecteurs qui ont trouvé ce livre tout à fait remarquable? J'ai trouvé ces livres extrêmement émouvants. Et plus que ça, parce que j'ai pu lire les chroniques au jour le jour, j'ai pu vivre tous les jours ce qui était le sujet. Et c'est une autre lecture quand on vit quelque chose, quand on les lit les lendemains et chacun vit ses procès autrement. Et après, quand on les lit à distance, c'est complètement une autre vision d'ensemble. J'ai pas revécu ce que j'ai senti, j'ai vraiment eu une autre impression de tout ce qu'on n'a pas pu apercevoir sur le moment. Donc le fait que là, il y a un chapitre pour chaque accusé, le fait qu'on remémore le temps, mais aussi les personnes, c'est extrêmement important. Et je crois que pour des personnes qui n'ont pas pu vivre ces procès au jour le jour et qui l'ont suivi, ça donne une vision assez précise qu'on a vécu de l'intérieur. Et ça, c'est très rare. Tamar Sebok, merci d'être avec nous. On revient bien sûr sur ce livre et surtout sur cette histoire. Ça raconte évidemment le massacre de journalistes, de dessinateurs, de clients juifs dans un supermarché ou encore d'une policière à Montrouge pour aller vite. Mais dans ce livre, vous revenez justement avec ce titre important, La grandeur des témoins. On peut dire que finalement, est-ce que c'est la situation qui rend Yannick Enel les témoins grands ou on ne pouvait ne pas s'y attendre, hein. Il y a eu des témoignages tellement extraordinaires que vous racontez, que vous écrivez dans ce livre et qui sont très difficiles à exprimer ceux qui n'étaient pas présents. Mais c'est ça, je crois que dans votre livre, ce qui ressort, c'est vraiment la grandeur, la force inouïe des témoins. Je crois qu'on a tous vécu. Enfin, il me semble que le crime est toujours petit et la parole est toujours grande. Je crois que c'est l'histoire de l'humanité est fondée là-dessus. Et dans un procès comme celui-ci, très vite, face aux balbutiements et aux tentatives d'esbrouf et de mensonges, d'hypocrisie, enfin de la plupart des accusés, qui ont tenté de se dérober, on a vu monter face à eux avec une humilité, une modestie parfois terrible, tragique, toutes sortes de personnes, des survivants parfois, de l'hypercachère, de la scène de mort de Charlie Hebdo et de Montrouge, mais aussi les familles qui ont peu à peu recomposé ce lien que les crimes ne cessent de défaire. C'est un combat spirituel incessant et l'écriture, la parole, l'amour participent de ça, de refonder sans cesse ce qui est détruit. Il y a des étincelles, vous voyez, qui sont dans la mystique juive, on parle de ça, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais je suis passionné par ça, par la manière de rassembler sans cesse par la parole. Et moi, pour moi, le grand événement
de ce procès, c'est pas seulement le verdict que j'ai trouvé très juste et très nuancé, et qui a dit à la société française entière, ils sont tous coupables. Oui. À des degrés divers, mais tous coupables. C'est-à-dire, ce que disait Élie Korchia est très juste, il y a une constellation de gens qui, parfois, les petites mains, eh ben, ils font partie du crime. Mais c'était pas seulement ça pour moi le grand événement. C'était un message envoyé à l'international de dire, en France, si vous commettez ce genre de crime, vous êtes coupable, c'est tout. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, si je puis dire. Mais le grand événement, c'est, au bout de 5 années, des gens qui ont parlé. Le récit, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui fonde la communauté. Le récit est toujours politique, je crois que c'est ça à quoi on a assisté. Au fait qu'il y a eu des solitudes qui se sont rassemblées. J'étais très très touché, moi, d'entendre justement Zari Siboni, que vous avez défendu brillamment, et très touché de voir que la plupart de ceux qui étaient à l'hypercachère et qui ont eu la chance d'en réchapper, ou les familles des morts, ne veulent plus vivre en France. C'est une immense question. Enfin, où est-ce qu'on peut être protégé sur Terre? Et là, je me disais, en assistant à ce procès, peut-être qu'on n'est jamais abrité de la violence, mais la parole, le témoignage, la justice, ça nous protège quand même à ce moment-là. Ces 3 mois, c'était comme un abri. Grandeur des témoins, grandeur et force inouïe des témoins. Vous avez cité Yannick Enel, Zari Siboni, oui, qui était la cliente de Élie Korchia, mais qui a joué un rôle non négligeable, on peut dire. C'était pas prévisible, hein, qu'elle touche à ce point-là le public, la cour, et je crois même les accusés. Le témoignage de Zari Siboni a touché tout le monde, tout simplement, parce que c'est un témoignage empreint d'une extraordinaire vérité et d'une grande dignité. Vérité parce que c'était très difficile de venir témoigner de la sorte, de dire. Alors, il tout faut ce qui rappeler que s'était Zari passé. Siboni, c'était C'était l'ancienne caissière, c'était la caissière du magasin. Ce 9 janvier 2015, elle était caissière avec sa collègue, sa jeune amie Andrea Chamac, que je représente aussi dans ce dossier. Le mot client n'est pas en fait réellement à propos. Ce sont 2 jeunes femmes que j'ai accompagnées, qui m'ont demandé de les accompagner et que j'ai eu l'honneur d'assister, notamment pour Zari lors de ce procès. Elle est venue d'Israël dans une période très compliquée, très difficile. Yannick, vous avez raison, Yannick Enel, de dire que, et j'ai terminé ma plaidoirie là-dessus d'ailleurs, en disant que ce verdict devait être rendu par rapport à des accusés, par rapport à ce qu'ils avaient fait. On a des peines effectivement très différentes, hein, de quelques années de prison pour ceux qui sont condamnés pour association de malfaiteurs. Ensuite, ça va pour les associations de malfaiteurs terroristes à 13, 18, 20 ans et 30 ans pour la complicité de l'assassinat. Donc on voit bien que la justice a fait son rôle et a vraiment rendu une décision qui donne exactement le rôle de chacun et la condamnation pour chacun. Ça, c'était très important. Mais pour en revenir à Zari, effectivement, ce qui était fondamental dans son témoignage, c'est qu'elle disait tout de la vérité atroce qui s'est passée ce 9 janvier dans le magasin, de la première à la dernière minute, puisqu'elle a effectivement vécu toute la scène face aux terroristes, de la première à la dernière minute de ces 4 heures, 4 d'horreur. Et effectivement, quand elle a dû témoigner avec notamment la famille, je me rappelle de Yohan Cohen, son ami, son collègue, qui est mort et dont elle dit la souffrance, l'agonie pendant de très longues minutes, eh bien c'était difficile de dire tout cela, mais elle devait le dire, elle devait porter cette parole, et je crois que cette jeune femme qui a dit des choses vraiment terrible, avec une voix, une douceur d'ailleurs, une clarté dans ce qu'elle exposait. Effectivement, je crois qu'elle nous a tous marqués profondément. Il y a un très beau titre de livre de Yannick Enel, puisque c'est l'auteur de ce livre, qui lui a valu un prix, je crois que c'est le prix Médicis, qui s'appelle « Tiens ferme ta couronne », que je lisais, mon cher Yannick, il y a quelques jours, parce que je ne l'avais pas lu, je l'avais pas encore lu, j'en ai honte. Là, c'était vraiment, j'ai l'impression, tiens ferme ta parole. Et à un moment donné, avant de témoigner, elle était en larmes. Elle devait témoigner quelques minutes après. Et elle me dit, mais comment je vais pouvoir tout dire alors que le papa de mon ami Yohan est dans la salle? Et je lui ai dit, vous êtes venu pour tout dire, alors vous allez tout dire. Et c'est vrai que ce témoignage, quand elle l'a formulé, c'était un des grands moments dont on se rappellera de ce procès, avec d'autres témoignages qui nous ont marqués, hein, que ce soit pour Charlie Hebdo, que ce soit pour la Porte de Montrouge. Et vraiment, je tiens à vous le dire, la retranscription qui en est faite, nous qui l'avons lu ce livre, dès qu'il est sorti, la retranscription qui est faite, pas dans un style journalistique,
dans un style d'écrivain par Yannick. Effectivement, c'est je pense, une des grandes pages de cet ouvrage qui m'a marqué et qui évidemment a beaucoup touché Zari quand elle l'a lu. Et qui nous marque, et on va encore en parler. Vous imaginez bien, nous sommes en direct dans notre émission Enfants d'Abraham. Il est 21h25. On est en compagnie de Tamar Sebok, la journaliste israélienne correspondante du Yediot Aharonot, Yannick Enel, l'écrivain et le romancier Eli Korshak, que vous entendiez à l'instant, qui est avocat et qui a défendu notamment des victimes, des survivantes de l'hypercacher. On va marquer, Avner, une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Les enfants d'Abraham, votre rendez-vous du débat en direct aujourd'hui avec une émission exceptionnelle autour d'un livre qui est un livre événement sur l'événement sans doute de l'année 2020, le procès. Janvier 2015, le procès de Yannick Enel de François Bouc, et on en parle aussi avec Yannick Enel, mais avec Eli Korshak et Tamar Sebok, la journaliste israélienne correspondante du Yediot Aharonot. Vous avez suivi tout ce procès chaque jour, Tamar. Ça veut dire qu'en Israël, on s'intéressait énormément à cette affaire. Alors c'est très particulier la façon dont on s'intéresse en Israël, parce que comme Israël est un pourvoyeur de nouvelles, comme je dis, c'est très difficile de faire comprendre complètement la symbolique de ce que ces procès veut dire ici. Donc, pour être honnête, pour les Israéliens, ce qui les intéresse, c'est les débuts et la fin. Oui. Et s'il y a des moments marquants, mais c'est par rapport à ce que ça veut dire aux Israéliens, par rapport à leur vécu, parce qu'il y a quand même une sorte de post-traumatisme par rapport aux attaques terroristes, c'est quelque chose avec lequel ils s'identifient beaucoup. Et il y a eu des événements terribles pendant le procès. Il y a eu trois attentats. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué en Israël. D'ailleurs, vous-même, vous avez couvert, par exemple, l'assassinat par décapitation de Samuel Paty. Oui. Vous êtes rendu à Conflans-Sainte-Honorine. Ouais. Ça veut dire qu'en Israël, c'est vraiment l'actualité. Oui, parce que c'est déjà qu'on était dans les temps de procès, savoir que ça a un effet aussi immédiat sur la société française. Voir que ces tensions existent toujours et qu'on est assez loin de les apaiser. Quand on parlait du procès, du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ces attentats et qui sont parties, ça donne un sentiment d'insécurité et l'inquiétude que les Israéliens ont par rapport à la communauté juive en France. Et en plus, cette histoire de la liberté de l'expression des écoles, enfin, je crois que tout le monde est sensible à ça. Et la question de ce qu'on peut, on peut pas dire en Israël est aussi très délicate, donc je crois que ça les a touchés beaucoup. En tout cas, le fait que je me suis rendue sur place et que j'ai pu parler avec même des enfants qui étaient dans la classe et voir la façon dont ils étaient choqués, la façon dont ils ont aimé leur professeur, le fait qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, ça, c'est quelque chose qui a effectivement beaucoup choqué les Israéliens. Par rapport au procès lui-même, il est évident qu'on s'intéresse plus à ce qui se passait à l'hypercacher parce qu'il y a une identification. Moi, ce qui est important pour moi, c'est justement montrer la globalité de cet événement, inclut l'attentat de Montrouge, parce qu'on en parle moins. Ouais. C'est-à-dire la mort de cette jeune femme policière, Clarissa Jean-Philippe. Ce procès a été extraordinaire pour bien des égards, on le dit depuis le début de cette émission, Yannick Enel, et on est dans ce temps de la pandémie. Je rappelle notre question fil bleu à nos auditeurs qui peuvent voter sur le compte Twitter de Radio J. Est-ce que Charlie Hebdo avait eu raison de republier les caricatures de Mahomet pendant le procès, alors qu'il y a eu donc tous ces événements dont vient de parler Tamar Sebok. Avant de répondre à cette question, c'était en plein temps de pandémie, de Covid. Le Covid a rendu ce procès encore plus étrange, évidemment. Quand on veut juger des personnes, on parle beaucoup d'humanité depuis tout à l'heure, eh ben, on n'avait pas les visages des accusés, on n'avait pas les visages aussi des témoins entiers. Est-ce que ça a joué,
dans la perception. Alors je sais que procès. ça a joué un petit peu, ça a créé des problèmes au début aux dessinateurs, à Book évidemment, qui ne pouvaient dessiner que des moitiés de visage, mais il s'en est admirablement tiré, et il se trouve qu'on vit depuis 1 an dans cette séquence historique tellement étrange que c'est un livre d'histoire qu'on a fait et qui va aussi témoigner de ça. Très vite, on s'est rendu compte que finalement, il y avait un double virus, si je puis dire. Moi, je le dis sans provocation. Il y avait le virus du terrorisme, parce que ça fonctionne de manière virale. Et le virus, donc le Covid, ça fonctionne de manière virale, comme on l'a vu pour l'assassinat de Samuel Paty, parce que c'était au départ, c'est les réseaux sociaux qui ont relayé comme ça un lynchage, pour le dire crûment. Enfin, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu dédier, au dernier moment, enfin, on a ajouté ça, le livre à la mémoire de Samuel Paty. Moi, j'ai été professeur pendant très longtemps dans les banlieues, et j'ai été confronté aux questions que cet homme remarquable, j'ai enquêté sur lui aussi, à titre personnel, comme ça. Et je sais que les questions qu'il se posait relevaient précisément de celles qui sont en jeu ce soir, dans la question que vous posez, qui est une question tout à fait cruciale et légitime. Fallait-il republier les caricatures ? Pour moi, ça ne fait aucun doute. Mais simplement, il faut bien préciser que à Charlie Hebdo, on a décidé, Ries, le directeur, a décidé, dès le premier jour du procès, de les republier avec un titre. Et le titre est oublié dans la presse internationale. C'est « Tout ça pour ça ». C'était pas pour dire « votre Dieu », on s'en fout, on l'insulte, pas du tout. C'était pour montrer d'une part que c'était peut-être pas tellement insultant, et c'était surtout proportionnellement effarant de voir que des dessins faits dans un contexte très particulier, avec un humour qu'il faut décrypter effectivement, mais je crois que Dieu a beaucoup d'humour. Oui. Enfin, le Dieu que j'aime, les dieux que j'aime ont beaucoup d'humour. et il me semblait que que ces caricatures c'était rien par rapport au crime qui les a sanctionnés. Enfin, voilà, tout ça pour ça. Et par ailleurs... Cette semaine, dans Charlie Hebdo, la semaine dernière, vous avez un peu éreinté l'islamologue Gilles Kepel dans son livre « Le prophète et la pandémie », parce que lui, il considère que vous n'auriez pas dû... C'est-à-dire Charlie Hebdo n'aurait pas dû republier ces caricatures. Je pense que sa position est plus ambiguë que ça, mais, un peu plus subtil. Mais je me suis permis, par admiration pour Gilles Kepel et pour son livre qui est extraordinaire, et ses livres qui sont extraordinaires, de me dire que... Au fond, la question est posée à l'envers. Est-ce qu'on aurait dû tuer les gens de l'hypercachère ? Est-ce que c'était permis de tuer les gens de Charlie Hebdo et de tuer Clarissa Jean-Philippe ? Vous voyez, comme si Charlie Hebdo, c'était l'origine du crime. Bah non, quand même. Enfin, je veux dire par là que quand Ries voulait, en republiant les caricatures, je crois que Ries voulait qu'on n'oublie pas la dimension politique de ce procès, qui est le mobile du crime des islamistes radicaux. Ouais. C'est-à-dire, c'était pour ça. C'était donc pour ça. J'insiste sur le titre. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. L'islam politique, bien sûr, c'était le fond de cette affaire. Ouais. Justement, je voudrais demander quand même la position d'un avocat comme Élie Korchia, puisque vous avez été donc acteur pendant ce procès, pas seulement spectateur. Est-ce que vous avez vous-même été choqué par le fait que Charlie Hebdo ait voulu republier ces dessins qui ont généré un certain nombre d'actes criminels et djihadistes? Non, je n'ai pas été choqué par cela, parce que ce que Charlie Hebdo, alors moi ma partie évidemment était beaucoup plus liée à l'hypercachère et à faire que l'antisémitisme qui a tué sur notre territoire dans le cadre de ces attentats promu par l'islamisme radical, soit mis au cœur du procès. Mais pour ce qui est de Charlie Hebdo, ça ne m'étonnait pas, et j'en ai compris la logique. Tout ça pour ça, Yannick, vous avez raison de reprendre effectivement ce titre qui est important, parce qu'en fait, ce qui a voulu être mis en exergue, et je l'ai vu notamment par le travail qui a été fait par mon confrère Richard Malka, notamment parmi les avocats de Charlie Hebdo, c'était de montrer que on a tué des hommes, on a détruit des âmes, mais l'idée noble portée par Charlie Hebdo, c'est-à-dire celle de la liberté d'expression, elle n'est pas morte. Elle est vivante, elle reste vivace, et on ne l'atteindra pas.
C'est ça ce qui a voulu être porté par le travail qui a été fait par ceux qui ont travaillé, qui continuent à travailler à Charlie Hebdo. C'est ce message qui a été porté avec force par mon confrère, par l'avocat de la rédaction de Charlie Hebdo. Et donc, je pense que le fait de reproduire cela, de faire passer ce message, tout ça pour ça, c'était aussi de dire, nous sommes là, nous sommes vivants, nous sommes parfois des survivants et des rescapés, nous sommes là pour porter notre parole, notre voix. Et à travers ce que nous disons, nous voulons porter ce qu'est l'âme de Charlie Hebdo, c'est-à-dire la force de la liberté d'expression en France. On a le droit de blasphémer, on a le droit à l'humour, et on ne peut pas se servir de ces caricatures comme d'un mobile, pour reprendre votre expression Yannick Enel. Ce ne peut pas être dans un pays comme la France un mobile pour venir tuer. Et ça, effectivement, c'est une parole très forte qui a été portée. Donc le fait d'en reparler au moment du procès, au moment où débutait ce procès, je crois que c'était aussi un signe pour la rédaction et pour les journalistes de Charlie Hebdo de dire nous sommes vivants, nous sommes là, et à travers nous, c'est le journal, c'est ce que nous portons à travers ce journal, cette liberté d'expression qui reste vivante en France. Ah, ce journal que nous avons sous les yeux et qui fait toujours rire, il faut bien le dire, Charlie Hebdo, avec cette une, c'était celle de la semaine dernière, le CNRS qui cherche l'islamo-gauchisme, découvre un vaccin contre le Covid. Évidemment, c'est un dessin très drôle. C'est mon mari qui va être content, dit la femme. Totalement voilée. Ça, c'est du Charlie Hebdo. Alors, on fait de la radio, mais vous le verrez sur nos images, bien évidemment. C'est toujours aussi drôle, aussi fort, aussi incisif. Tamar Sebok sur cette question, qui est la question fil bleu de notre émission. Question difficile, mais importante. Alors, évidemment qu'il fallait le publier. Et nous, quand on relate... on se trouve là-bas, il y a aussi cette illusion, comme le procès a été filmé, on a l'impression que c'est au vu et au su de tout le monde. Mais en fait, c'est un espace clos. En plus, il y a eu des moments assez opaques dans le procès où on s'est posé la question, est-ce qu'on a vraiment vu tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on sait? Et donc, il y a une invisibilité et aussi quelque chose par rapport à la violence qui est relaté, on les sent parfois il nous échappe complètement. Donc je trouve que ne pas montrer les caricatures, c'est manquer quelque chose de essentiel à la vision de ce qui s'est passé. On accuse Charlie Hebdo de tout le mot et de tout ce qui s'est passé à cause de ces caricatures. Si on le voit pas, déjà on ne sait pas de quoi ça parle, et puis le fait qu'on le voit, on voit que la violence de ces caricatures, qui n'en est pas une, et il faut la voir, parce que quand on est pendant un procès, on la voit pas. On entend, on pense relater, et il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et j'ajouterais que il y a des lois en France, il y a la République, et c'est pas à la République de reculer devant de menaces. Si on était sur un théâtre de guerre, je me permets de le dire parce que je suis israélienne, jamais on dirait à l'armée, d'accord, en fait, ils nous menacent, on va reculer, peut-être les autres vont reculer aussi. Donc si c'était dans la réalité, dans le combat, personne ne penserait de cette façon-là. Et en plus, évidemment, c'est un journal est fait pour satirique, quotidien. Il est fait pour poser aussi des questions, pas que pour raconter ce que nous on pense qui est la réalité, qui est notre vision. J'ai intitulé un peu le chapitre de cette séquence sur Enfants d'Abraham, Radio J, un peu le procès, ça a été la grande peur à un moment donné des bien-pensants avec cette critique de Charlie. Alors Charlie a été courageux, intelligent, ou Charlie a été un petit peu fou, Yannick Enel? Moi je pense que Charlie a été tout à fait raisonnable. Maintenant je pense que la question est celle de la laïcité. Il faut savoir de quoi on parle. Autant à titre privé, à titre, je dirais, comme ça, dans l'écriture, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un obsédé par le spirituel. Oui. Autant à titre politique, et encore une fois, j'ai été professeur, à titre public, je pense que la laïcité, c'est la plus grande chose qui a été inventée en France, mais c'est une chose qui est très mal comprise, enfin, qui n'est pas exportable.
Et moi, j'ai été très très choqué, non pas par Charlie Hebdo, mais j'ai été très très choqué par le président Erdogan. Ouais. Faut quand même, c'est ahurissant ce qu'il s'est passé pendant ce procès. Les appels au meurtre, les appels au crime qui sont venus par sa bouche, par la bouche d'un de ses ministres. Et c'est quand même des gens qui nous font des leçons de morale alors qu'ils exterminent des musulmans dans leur propre pays. Enfin, donc je veux dire par là qu'il faut arrêter. Enfin, ce serait Charlie Hebdo qui serait responsable des morts sur le territoire français. Enfin, on croit rêver, c'est absolument tout l'inverse. Donc non, folie, pas du tout. Vous savez, les gens de Charlie Hebdo sont des gens tout à fait raisonnables, des bons pères de famille, si je puis dire. Et si je puis me permettre, je pense que ce ne sont absolument pas, et je m'y associe, ce ne sont absolument pas des enragés anti-religieux. C'est-à-dire qu'à la limite, les religions, ça ne les dérange pas. Mais simplement, l'actualité mondiale fait qu'il y a une bande d'enragés en ce moment. Avant, il se trouvait qu'il y avait, moi quand j'étais jeune homme, il y avait des intégristes du côté chrétien. Il y en a toujours, hein, mais qui étaient un peu, qui allaient un peu trop fort dans le ridicule. Charlie Hebdo se chargeait de les narguer, vous voyez. Mais il se trouve que quand même, comme vous le savez, depuis un certain jour de 2001 et bien avant, il y a l'islamisme radical. C'est eux qui occupent toute la chronologie mondiale, qui nous obsède, enfin, qui ont occupé tout l'agenda. C'est normal qu'un journal comme Charlie Hebdo s'en occupe. Donc voilà, c'est pas une obsession de Charlie Hebdo. On évoquait justement, Yannick Hanel, tout à l'heure, la dimension de l'antisémitisme, évidemment, dans ces faits, dans ce procès, même dans les commentaires de ce procès. Vous en avez parlé dans ce livre, évidemment, mais est-ce que vous pensez qu'on en a assez parlé durant le procès? Alors vous savez, bon, on n'en parle jamais assez, c'est l'évidence. Moi, c'était l'une des choses, je m'étais dit au tout début de ce procès qu'il ne fallait absolument pas qu'on le résume au procès Charlie. Et ça m'agaçait quand j'allais sur Internet, que je tapais procès janvier 2015, c'était barré, il y avait écrit procès Charlie. Je me disais, mais c'est pas croyable. Et donc je me suis employé, j'ai même milité fortement tous les jours pour redire à quel point il ne s'agissait pas, en janvier 2015, seulement d'un assassinat contre des journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo, mais que cette séquence d'attentats tout à fait méditée, pensée simultanément par Koulibaly et les frères Kouachi, visait les Juifs et les soi-disant blasphémateurs. Et vous le savez, moi je n'ai cessé de le redire, et Elie Korchia et certains de ses collègues ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que la qualification de crime soit même réaffirmée comme étant spécifiquement antisémite. Ouais. Koulibaly n'a cessé de dire, c'est Zari Siboni qui en a témoigné, et c'était pas la seule, Koulibaly n'a cessé de dire que il y avait deux sortes de personnes qui le détestaient le plus au monde, c'était les Français et les Juifs. Donc il s'agit vraiment d'une séquence antisémite, et ce grand crime contre la société française était un crime antisémite en janvier 2015. Et Elie Korchia, c'est vrai que cette circonstance, comme on dit, aggravante de qualification n'a pas été retenue pour des raisons juridiques, mais est-ce que la Cour, elle, a compris? Tout à fait. C'est un des grands enseignements pour l'histoire judiciaire de notre pays. Pour des raisons purement procédurales, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ça ne pouvait pas être retenu par rapport à l'ordonnance de renvoi de mise en accusation. Mais quand on lit la motivation de l'arrêt de la cour d'assises, il n'y a pas de doute. Il y a un effort de pédagogie qui a été fait par les magistrats de la cour d'assises spécialement composée, qui est remarquable, et qui démontre, dans l'écrit même de la motivation, comment ce procès a un caractère antisémite à travers les crimes qui ont été commis le 9 janvier 2015 dans l'hypercachère. C'est une évidence. Et la cour d'assises le relate parfaitement bien, et je sais gré à Yannick Hanel et à d'autres journalistes, lui il l'a fait en tant qu'écrivain, il a porté cette parole et il était là tous les jours, d'avoir bien remis, c'est ce que j'avais avec mes confrères plaidé effectivement, il a bien expliqué que janvier 2015, ce n'est pas, même si effectivement on n'est pas dupe, l'attentat commis à Charlie Hebdo a une résonance dans le monde entier, c'est l'attentat de Charlie Hebdo qui donne une résonance internationale et qui entraîne vraisemblablement pour une grande partie la manifestation dans le pays du 11 janvier 2015. Mais
il a fait un travail important en mettant en exergue, comme nous l'avons fait et comme je l'ai fait, j'y ai pris ma part, le fait que janvier 2015, c'est le drame de Charlie Hebdo, de la Porte de Montrouge et de l'hypercacher. Et je l'ai expliqué dans ma plaidoirie, qu'on retrouve d'ailleurs un peu sur Internet. Oui. J'ai expliqué d'ailleurs qu'on retrouve sur Internet, qu'on retrouve aussi un peu dans le livre, oui, avec votre beau portrait croqué. Effectivement, par Bouc. effectivement c'est un honneur d'être croqué par François Bouc. Mais effectivement, ça a été repris par Yannick Enel. Il est important de comprendre que ces attentats forment un tout. Ce n'est pas un hasard si on commence par tuer dans Charlie Hebdo, dans la rédaction de Charlie Hebdo, pour atteindre Charlie Hebdo, qu'ensuite on s'attaque à une policière qui se fait tuer à 250 mètres de l'école juive de Montrouge à 8 h du matin. Ça, le ce procès qui nous rappelle bien évidemment les attentats de Toulouse et Montauban. Ça c'est clair. En tout cas, c'est très clair pour nous, même s'il n'y a pas d'éléments matériels pour le démontrer. Nous le savons, c'est notre intime conviction. Et puis ensuite, on finit par l'attentat dans l'hypercacher avec ses 4 victimes. Et si vous vous rappelez bien les attentats de Toulouse et Montauban, qui sont sans doute la matrice de ce qu'on a connu en 2015, l'an zéro finalement de l'islamisme radical qui tue en France, eh bien, rappelez-vous aussi qu'on commence par tuer des représentants des forces de l'ordre à Toulouse et à Montauban, et on finit, là encore, le 3e acte terroriste, c'est tuer des juifs, cette fois-ci dans l'école juive aux Zaratora, et les 4 victimes juives finalement de Toulouse font écho pratiquement, préfigurent les 4 victimes juives qu'on va connaître en janvier 2015 dans l'hypercacher. C'est-à-dire qu'il y a un tout là-dedans. Et même, si vous le permettez, dans les caricatures, dans cet aspect des caricatures, rappelons-nous que les ennemis de la liberté, dont un humoriste, un ex-humoriste devenu polémiste antisémite, eh bien, suite aux caricatures à l'époque, eh bien, il fait quoi ? Il fait un travail et il promeut des caricatures sur la Shoah. Et je le rappelle dans ma plaidoirie. Donc, il faut bien comprendre que tout cela est lié. En fait, de quoi Charlie Hebdo est-il le nom ? De quoi Clarissa Jean-Philippe est-elle le nom? De quoi l'hypercacher, les victimes de l'hypercacher sont-ils le nom? Eh bien, c'est le nom de la liberté. Elle se décline à travers la liberté d'expression, la liberté de nous défendre, nous, citoyens français, une policière qui meurt, un agent de la paix qui meurt sous les balles d'un terroriste, ou des juifs qui, à quelques heures de Shabbat, vont acheter de la nourriture et qui sont atteints, qui sont tués, qui sont assassinés parce que juifs. La question de la liberté, la question de la justice aussi qui est pendante. Vous écoutez Enfants d'Abraham sur Radio J, nous sommes en direct, on va continuer à parler de tout cela, et non sans évoquer, parce que c'est l'actualité, une décision très attendue de la Cour de cassation demain, mercredi 3 mars, sur l'affaire de l'assassinat de Sarah Halimi. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Enfants d'Abraham, dernière partie de notre émission en direct avec un spécial procès à la faveur de la sortie du livre procès 2015, janvier 2015 de Yannick Enel, de François Bouc. On parle avec Élie Korchia, vous l'entendiez à l'instant, l'avocat des parties civiles. Yannick Enel, bien sûr, qui est présent, et Tamar Sebok, qui a suivi ce procès. J'ai envie de parler quand même de quelque chose qui a été tout à fait inattendu, étrange, mais qui est lié de toute façon à Charlie Hebdo. On parle beaucoup d'humanité depuis tout à l'heure. Le rire fait partie de l'humanité. Le rire est le propre de l'homme, dit le philosophe français. Et c'est vrai que quand certaines caricatures ont été projetées à la cour, tout le monde a pu rire. Ça a été un moment assez extraordinaire de rire, y compris les accusés. C'est ça qui montre notre humanité à tous. Ça veut dire que c'était tellement drôle. Tout le monde sort de son rôle et rit parce que ça nous rappelle qui nous sommes en tant qu'humains. Et même, comme vous écrivez, on a vu des accusés qui regardaient le Charlie Hebdo de la semaine oui. En riant. Comme moi. Voilà, oui, mais nous tous. Donc, oui, justement, c'est ça qui montre que l'humour, il est au-delà des convictions, on rit tous, donc pourquoi les prendre autant au sérieux et finir pour les prendre pour un prétexte pour tuer? Oui. Alors il y a ce verset dans la Bible, puisque Yannick Enel est un écrivain vraiment, on peut dire spirituel. J'ai dit tout à l'heure religieux, c'est peut-être exagéré, mais il y a de cela aussi. Un passage de la Bible qui dit justice, justice, tu poursuivras. Et dans une émission comme ça importante, on ne peut pas oublier une question criante. Sarah Halimi, assassinée par un islamiste en avril 2017.
l'homme jugé irresponsable pénalement par la Cour d'appel de Paris, et demain, donc, la Cour de cassation va peut-être statuer d'une autre manière. Juste en un mot, est-ce que vous étiez au courant, d'ailleurs, Yannick Enel, de cette affaire qui fait tellement de bruit, qui a tellement impressionné dans la communauté juive? Ah bien sûr, c'est une infamie, c'est une abomination. Moi, je croise les doigts pour demain. Je pense que toutes ces affaires sont liées. J'ai l'air d'un complotiste là d'un coup, non mais elles sont liées tout simplement, précisément parce que les cibles sont toujours les mêmes. Sont des gens d'esprit. Voyez. Est-ce que vous avez envie d'en parler? Je vais être un peu presque militant aujourd'hui d'une cause supérieure, mais de justice. Est-ce que vous allez en parler? Je ne sais pas, dans Charlie Hebdo, est-ce que c'est quelque chose sur laquelle on alarme un certain nombre de personnes, comme on l'avait fait jadis à l'époque de Ilan Halimi, ou même avant lui de Sébastien Selam, assassiné, dans le silence absolu? Bah écoutez, la conférence de rédaction de Charlie Hebdo a lieu dans les jours prochains. Moi, en général, je n'y vais pas parce que je ne suis pas journaliste, mais je saurai tout de suite si ils vont en parler ou si on me confie une chronique pour en parler. En tous les cas, moi, je suis ça de très près et je vous écoute parce que... Ça serait magnifique d'avoir une chronique de Yannick Enel, en effet, sur cette histoire terrible. C'est gentil à vous. Hein. Je pense que vous êtes beaucoup plus compétent, notamment Monsieur Korchia, enfin, pour parler de tout ça. Et la journaliste israélienne? Je me rappelle quand je couvrais les élections, on en a parlé très peu, on sait que c'était pour des raisons politiques. C'était en 2017, avant les élections présidentielles. Et moi, j'allais poser de questions, bon, c'était à la rue de Rosier, mais je voulais un peu, les Israéliens voulaient un peu savoir comment se positionne la communauté juive. Et les gens n'arrêtaient pas de me dire, nous on sait que ça s'est passé, on n'en parle nulle part, et on perd confiance dans notre politicien, on n'est même pas sûr de voter, parce qu'on sent, et c'est revenu, on n'en parle pas, pourquoi on n'en parle pas? Donc c'est quelque chose, je crois, qui nous choque tous. En plus, il y a aussi Mireille Knoll, oui. Où aussi on a essayé d'utiliser... Pour Mireille Knoll, il y aura un procès. Oui, mais la stratégie de il était fou a été aussi utilisée. Après, vous savez, les gens qui commettent des actes terroristes... probablement, il y a un problème, on peut dire. Ça veut dire que c'est la question d'être responsable pénalement et la question de l'état de la personne, ça sera jamais la même chose. Mais comment on peut juger si quelqu'un est responsable ou pas de ses actes quand il se présente au nom d'une idéologie qui est déjà... Oui, mais là, ce qui est choquant, c'est qu'au moment de tuer cette femme, il a crié Allahu Akbar. Oui. Je crois qu'il signe... Il a cité des versets du Coran. Ben voilà, donc il signe, si je puis dire, son auto-responsabilité. Il s'auto-responsabilise, là, en disant, c'est pour l'islam que je fais ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Il y a des expertises médicales qui ont été très différentes. C'est ça qui va peut-être permettre demain une autre décision pour aller vers la justice. On arrive presque à la fin de notre émission, ça passe très vite, et j'ai coutume maintenant de poser une dernière question, hein, comme on pouvait la poser sur un pied, en quelque sorte. Enfant d'Abraham, qu'est-ce que ça veut dire être un enfant d'Abraham? Alors, en quelques mots, justement, hein, comme dit la Bible, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire, Élie Korchia? Donc tenir sur un pied, hein, comme vous dites, ça va être effectivement extrêmement court. Non, je trouve que c'est un très beau titre, c'est cette émission. Abraham, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de l'hospitalité. C'est le symbole de celui qui se tourne vers autrui et qui a vers autrui un regard, une parole, un accueil. C'est tout. Et je crois que, puisqu'on parle du livre de Yannick Enel et de François Bouc autour de ce procès, pour faire un petit peu le lien, eh bien, à travers ce livre, il y a de l'humour, il y a de la spiritualité, il y a de la philosophie, il y a aussi du droit. Eh ben, ça me fait penser à Abraham, parce que le regard vers l'autre, le regard vers autrui, eh bien, il est porté par l'humanité qu'on a eue
chacun dans ce procès, quand on a joué un rôle pour que la justice se fasse et qu'elle soit rendue, et elle a été remarquablement rendue, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'affaire Sarah Halimi, dans un procès terroriste comme celui-ci, la justice est passée, et c'est important de dire qu'elle a été rendue. Il y aura un appel pour 2 accusés qui ont fait appel, mais d'ores et déjà la justice a été rendue, et moi ce que je voudrais dire, c'est que Abraham, c'est l'hospitalité, c'est le regard vers autrui, et c'est ce qui ressort de ce procès. Tamar? Moi, je crois que... Moi, je suis un enfant de... J'ai grandi au bord de la Méditerranée. On est au Proche-Orient. Vous êtes une fille de la Méditerranée. Oui, parce que peu importe d'où on venait avant, moi, j'ai grandi en Israël. Et ce que je retiens de cette culture du bassin méditerranéen, c'est que c'est très solaire et il y a énormément d'humanité. Et je suis tout à fait d'accord, il y a quelque chose de fraternité et d'amour vers l'autre. Il y a aussi ces versants d'une violence, j'ai envie de dire, biblique. Ouais. Et c'est le drame de notre société qui vient de ses racines. Donc, pour trouver la voie du milieu, je vais citer les rabbins Nachman de Bratzlev, qui a dit le monde entier est un pont très étroit et l'important, ce n'est pas avoir peur. Merci Tamar. Yannick Enel. Eh bien, écoutez, moi je me sens d'autant plus un enfant d'Abraham qu'étant chrétien, je m'identifie littérairement, spirituellement, poétiquement à Isaac, figurez-vous. Parce que pour moi, et durant ce procès, je n'ai vu que des Isaac parmi les témoins. C'est-à-dire qu'il est celui qui a été consacré par le couteau qui s'approchait de lui. C'est la victime qui a réchappé et qui est venue pour fonder quelque chose. Il le fonde par la parole. Voilà, la ligature d'Isaac, pour moi, c'est ça. Enfin, c'est quelque chose qui fonde notre rapport à la parole. Enfin, la véritable couronne, tenir fermement sa couronne, c'est ça. C'est avoir vu le couteau du Père ou de quelqu'un d'autre devant notre gorge et d'en être consacré. Merci beaucoup Yannick et Enel. Vous restez avec nous encore quelques instants puisque nous avons coutume aussi de faire un petit cadeau aujourd'hui. C'est un anniversaire qui est pas joyeux. C'est le 30e anniversaire des disparitions du grand Lucien Gainsbourg, dit Serge Gainsbourg, avec cette chanson tout à fait étonnante qui est très peu connue et je le dis surtout à Yannick et Enel, où Gainsbourg parle de son amour d'Israël, du sable d'Israël. D'Israël, les enfants d'Israël, je défendrai contre tout ennemi le sable et la terre qui m'étaient promis. Je défendrai le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël. Serge Gainsbourg pour cette émission Enfants d'Abraham, pour terminer en musique. Merci infiniment à Tamar Sebok d'avoir été avec nous, la correspondance du Yediot Aharonot en France, d'Eli Korchia, ce brillant avocat qui est venu nous parler après ce procès inouï, et bien sûr Yannick Enel, dont on ne dira jamais assez à quel point son livre est tout à fait remarquable. Janvier 2015, le procès. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On se retrouvera, nous, mardi prochain. Le retour de l'information, ce sera dès demain matin. Dans la matinale de Radio J, vous retrouverez notamment Ilana Ferradian.